Disneyland Paris est le parc à thème le plus populaire d'Europe. Avec 9,9 millions de visiteurs durant l'année 2022, cela fait une moyenne de 27 205 personnes par jour franchissant les portes du parc. La façon dont cette foule est gérée peut avoir un impact significatif sur l'expérience des visiteurs. Qui dit plus de monde dans le parc dit aussi plus d'attentes sur les attractions, pendant les parades et à la restauration. Et ce n'est pas uniquement un problème lié à Disneyland Paris, mais dans tous les parcs à thème du monde. Lorsqu'un parc est populaire, plus de monde rentre dans celui-ci. Les parcs à thème les plus importants sont déjà ouverts. Les moments qui rassemblent le plus de foule sont souvent les ouvertures des attractions, mais surtout de nouveaux lands. Aux États-Unis, le Super Nintendo World à Universal Studios a ouvert il y a un peu plus d'1 an. Cet événement a rassemblé beaucoup de monde, beaucoup plus que cette nouvelle extension pouvait accueillir. Cela a eu pour conséquence que les files d'attente débordaient en dehors de leurs emplacements d'origine. Mais pas uniquement pour les attractions, aussi pour la restauration ou bien pour les rencontres avec les personnages. Bien sûr, les ouvertures de nouvelles attractions ou de lands seront toujours bondées, et ça les créateurs de parcs à thème ne peuvent rien y faire. Puisque plus un parc est populaire, plus le nombre de personnes y allant sera grand. Les parcs d'attractions sont conçus pour endurer un nombre de personnes réparties sur tout le parc, mais quand des événements les regroupent, cela cause souvent des problèmes. Dans certains cas, cette foule a besoin d'être gérée, redirigée vers des endroits où elle ne gênera pas le déroulement du spectacle ou de la parade. C'est ce que nous verrons à travers cette vidéo, la façon dont Disneyland Paris gère la foule de tous les jours, et quelles sont les solutions utilisées afin de réduire la foule. Vous vous doutez que 27 205 personnes n'est pas rien à accueillir tous les jours dans le parc. C'est pourquoi le parc a été pensé afin de fluidifier le trafic au cœur de celui-ci. La façon la plus simple afin de réduire l'impression du nombre de personnes est d'ajouter le plus d'activités possible en essayant de répartir au mieux dans tout le parc. Disneyland Paris compte 43 attractions, bien que quelques-unes soient actuellement fermées et que d'autres ne comptent pas réellement comme des attractions, comme Discovery Arcade et Liberty Arcade par exemple. Le parc compte aussi 31 emplacements de restauration et 34 boutiques, ce qui nous fait un total de 108 emplacements principaux où rediriger les visiteurs. En comparaison, le Walt Disney Studios ne compte que 13 attractions, 12 emplacements de restauration et 10 boutiques. Bien qu'il soit bien moins fréquenté, il accueille pas moins de 14 630 visiteurs en moyenne par jour. Cela fait moitié moins que son grand frère. Mais il n'a pas la moitié d'attractions, de restauration ni de boutiques. Ce qui fait qu'en moyenne, le Walt Disney Studios donne comme impression qu'il est bien plus rempli que Disneyland Paris. De plus, le parc est 2 fois plus petit. Qu'il y ait donc plus d'activités dit aussi qu'on a l'impression qu'il y a moins de monde. Ce qui est logique puisque les visiteurs se dispersent donc à travers le parc. Et ça les parcs d'attractions le savent très bien. Europa Park par exemple ne regroupe pas moins de 60 attractions, pour une moyenne de 18 000 visiteurs par jour. L'impression de la foule dans un parc avec autant d'attractions est d'autant plus faible. Le deuxième exemple est Main Street et ses 2 arcades. Lorsque le parc est ouvert, la majorité des visiteurs se dirigeront vers Central Plaza grâce à Main Street. Mais une autre partie des visiteurs se divisera alors et passera par les arcades, et même si les arcades sont très peu empruntées, il y a des moments où elles sont sacrément utilisées. Lors des parades ou les spectacles audiovisuels sur le château par exemple, Main Street est bloqué par tous les gens voulant apprécier le spectacle. Le chemin le plus rapide pour traverser Main Street est alors en passant par les arcades, mais aussi en fin de journée lorsque les visiteurs quittent le parc. Quant au reste de la journée, les arcades sont surtout utilisées pour les toilettes, étant donné qu'il y a les 2 toilettes principales de Main Street. Ce que les Imagineers lors de la création du parc savaient, c'est qu'elles prennent le rôle, quand il en a besoin, de chemins supplémentaires afin de fluidifier le trafic à l'entrée du parc. Et on retrouve cette mécanique de chemin secondaire à travers tout le parc. L'entrée de chaque land se fait par une entrée principale, mais d'autres chemins, des fois légèrement cachés, permettent une autre entrée. Exception faite de Discoveryland. Étant donné son emplacement, une seule entrée est possible. Même si lors de mes dernières visites, un chemin bis était de temps en temps ouvert, reliant Discoveryland à Fantasyland. Passons maintenant à l'aspect de la restauration. Comment le parc peut-il servir 43 000 repas par jour et comment est-il possible d'en fournir autant? La restauration au sein du parc est-elle aussi pensée afin qu'il y ait le moins de monde possible? Il y a 31 restaurants. Sur ces 31, seulement 7 sont des restaurants que je qualifierais comme longs. 5 sont des services à table, comme le Walt, le Berge de Cendrillon et le Captain Jack, sans oublier le Clean Nugget Saloon et le Spur Steakhouse, et 2 des buffets à volonté, le Grand Plaza Garden et Agrava Café Restaurant. Ce type de restauration est la moins présente dans le parc, et c'est normal. D'une part, le prix est plus élevé, et d'autre part, l'efficacité de ces lieux est restreinte par le fait que ce soit du service à table ou bien du buffet. Même si le buffet reste relativement plus rapide comparé à du service à table. Finalement, 22 sont de la restauration rapide ou importée. Alors bien sûr, parmi ces 22-là, Disneyland compte par exemple Cookie Kitchen, ce qui n'est pas un vrai repas. C'est pourquoi, après avoir enlevé ce type de site, il ne reste plus que 13 endroits où l'on peut manger quelque chose pour le repas de midi. Pour la majorité des 13 endroits, il s'agit de la restauration rapide, comme le chalet de la marionnette ou bien le café Hyperion. Mais il y en a 4 où l'on peut commander une seule chose à manger, comme du poulet croustillant, un panini vegan, et la restauration rapide est bien plus présente dans le parc pour son côté rapide, étant donné qu'une fois commandé, on attend 5 minutes maximum et on est servi. On part s'attabler et au bout de 10-20 minutes, 30 pour les plus longs d'entre nous, on a fini le repas et on repart faire des attractions.
Lors des heures de pointe, pour la restauration rapide comme le café Hyperion, tous les stands de commande sont ouverts, permettant à un maximum de personnes de prendre commande. L'effectif en cuisine doit être aussi élevé afin de pouvoir maintenir ce flux de commandes. C'est grâce à ce type d'établissement que Disneyland arrive à faire manger tous ses visiteurs en seulement 2 ou 3 heures. On vous voit, vous aussi, qui prenez des sandwichs ou des petits repas maison sur le parc, mais vous constituez une petite minorité. Et j'en ai pas encore parlé, mais le click and collect, qui vous permet de commander sur votre téléphone et d'aller chercher une fois que c'est prêt, est aussi un bon moyen de réduire le nombre de personnes faisant la queue à midi. Et finalement, la façon la plus importante dont Disney gère la fourre est pendant le temps d'attente. Certaines, comme Big Thunder Mountain, ou à l'heure où j'écris ces lignes, 45 minutes d'attente alors que le Star Tour n'a que 15 minutes. Cela dépend bien sûr du jour, si c'est un week-end ou pas, s'il y a des événements particuliers dans le parc. Le temps d'attente est très important. La plupart du temps, ce sont eux qui décideront lorsque vous vous demandez si l'attraction vaut le coup d'attendre ou pas. Les temps d'attente sont calculés en fonction du débit de l'attraction et du nombre de personnes franchissant les portes. D'autres paramètres y sont ajoutés, comme si par exemple l'attraction ne tourne pas à plein régime, ou bien en fonction du nombre de premiers access qui y passeraient. À ce calcul, on peut rajouter la probabilité que Disneyland annonce des temps d'attente plus importants que ce calculé. Je n'ai pas trouvé d'exemple pour Disneyland Paris, mais pour Walt Disney World, selon un article d'une application vous permettant de rentrer le temps réel attendu et le temps qui était affiché au moment où vous rentrez en attraction, et selon cet article, les temps d'attente affichés sont toujours supérieurs à ce qu'il est réellement. Et lorsque vous y réfléchissez, il est logique que les temps d'attente soient augmentés. Un visiteur qui prévoit d'attendre 1 heure mais arrive à l'embarquement en seulement 40 minutes sera toujours plus heureux et satisfait de l'attraction qu'un visiteur qui aura attendu 1 heure alors que 45 minutes étaient affichées à l'entrée de l'attraction. Certaines théories sur le temps d'attente affiché existent aussi. 2 principales persistent. N'étant jamais confirmées, cela reste des hypothèses. Mais Disneyland Paris manipulerait certains temps d'attente affichés afin de contrôler les visiteurs. Le cas le plus probable est lorsque l'attraction tombe en panne. Un temps d'attente supérieur à celui que la remise en service et la file d'attente seraient affichés afin que le moins de visiteurs possible s'engagent dans l'attraction indisponible. La seconde hypothèse est que Disneyland manipule aussi le temps d'attraction un peu avant la fermeture du parc, afin de décourager les visiteurs à faire de nouvelles attractions. Alors bien sûr, aucune de ces idées n'a été confirmée et reste des hypothèses qui cependant sont très probables, étant donné que la grande influence qu'a le temps d'attente sur un visiteur. Les premiers access que l'on a à Disneyland Paris sont aussi une solution afin de réduire le temps d'attente aux attractions. Bien qu'ils soient moins utilisés que ce qu'étaient les fast-pass à l'époque, ils permettent au moins à certains de passer la queue en échange de quelques euros. Et toutes les personnes qui ne se trouvent pas dans la queue, c'est toujours des minutes en moins à faire la queue. Aux États-Unis, ils ont une solution, bien plus efficace que nos premiers access. Il s'agit de Genie. Genie est une application qui vous permet de voir dans un premier temps le temps d'attente de vos attractions. Ensuite, elle vous permet aussi de vous conseiller aux heures sur lesquelles vous devriez aller manger ou bien faire telle ou telle attraction. Cela permet donc de contrôler les visiteurs afin de déterminer à quelles heures ils mangent et à quelles heures ils feront les attractions. Bien sûr, ce n'est pas un contrôle actif, mais on pourrait dire inconscient. C'est certes tirer la chose un peu loin, mais ce n'est pas très compliqué de se dire que si un visiteur regarde l'appli, c'est surtout pour voir quand il y aura moins de monde pour manger ou faire les attractions. Alors il choisira ses créneaux consciemment ou inconsciemment. Genie vous permet aussi d'acheter des entrées individuelles Lightning Lane. C'est à la carte, comme nos premiers access, et vous pouvez acheter autant que vous voulez, tant que vous avez de l'argent dans le portefeuille. Parce que les prix pour une entrée vont de 10$ jusqu'à 25. Genie Plus coûte quant à lui 30$, à peu près 28€ par jour de parc. Il s'agit donc d'un abonnement qui vous permet 4 avantages principaux. Le premier est la réservation de Lightning Lane. L'heure d'accessibilité de Lightning Lane est prédéfinie à l'avance et certaines fois apparaissent au cours de la journée. Bien sûr avec quelques conditions. Par exemple, vous ne pouvez pas prendre des Lightning Lane tant que vous n'avez pas déjà fini celle que vous venez de réserver. Et dans le cas où vous n'en réservez qu'une pour disons 14h alors qu'il est que 9h, vous devriez attendre 2 heures avant de pouvoir en reprendre une autre. Tandis que si vous preniez un créneau de Lightning Lane dans les 5 minutes et que vous faites l'attraction, vous pourrez aller en reprendre un à la suite. Et bien sûr, vous ne pouvez en prendre qu'une seule fois par attraction. Sinon, ça aurait été un peu trop facile. 2 dernières choses intéressantes que j'aimerais ajouter. L'une concerne les poubelles. Comme beaucoup d'entre vous auraient pu le marquer, les poubelles dans le parc sont placées de façon à ce que vous en ayez une près de vous tout le temps. Cela permet de simplifier le nettoyage du parc, puisque plus il y a de poubelles, moins il y a de déchets par terre. Pour la petite histoire, durant les premiers jours d'ouverture de son parc, Walt Disney observait où les gens jetaient leurs déchets et plaçait par la suite une poubelle dans les zones, afin que le parc puisse être le plus propre possible. Et la dernière, c'est concernant les cast members, gérant les guests. Ils sont actifs lorsqu'une parade se prépare, et en une trentaine de minutes, ils sont capables de dégager le chemin de la parade. Ils délimitent les zones grâce à des barrières reliées de fils. Bien que les barrières ne fassent pas tout le tour de la zone de la parade, elles permettent de donner une ligne directrice aux guests afin qu'ils puissent savoir que la parade passe par là. Les visiteurs commencent donc à combler les trous. Et dans un second temps, les cast members commencent à créer des points de passage où les visiteurs peuvent traverser Main Street par exemple. Ils commencent en général en pointant juste de l'autre côté, certains visiteurs continuent donc de passer sur Main Street. Et peu avant la parade, ils demandent aux gens de traverser directement de l'autre côté sans marcher le long de Main Street. Cela permet en seulement trentaine de minutes de dégager le chemin de la parade. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à aller vous abonner et aller voir mes autres vidéos.